Bonjour à tous. Aujourd'hui, étude de cas d'un élève que j'ai eu qui a passé un test WGS, c'est-à-dire un test du microbiote. Un élève a de l'acné et qui a énormément d'autres symptômes associés, qui a un passé qui est très compliqué et qui à l'heure actuelle est énormément endommagé. C'est la personne le plus endommagée que j'ai eu dans mes élèves. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une étude des cas. J'ai fait une carte mentale qui résume tout ce que j'ai fait avec lui. Euh, Qu'est-ce qu'il a actuellement, symptômes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Surtout, qu'est-ce que l'analyse WGS a montré et qu'est-ce que j'ai mis en place pour résoudre ça. Donc, son nom, c'est Marwan. Il a un passé assez conséquent puisque il a consommé pas mal d'antibiotiques durant l'enfance. Il n'a pas été allaité. Il est très maigre depuis l'enfance. Il a eu des allergies chroniques toute sa vie. Il a eu une infection à Helicobacter pylori en 2013, qui est une bactérie qui se développe dans l'estomac, enfin, qui n'est pas censée se développer, mais si t'es infecté, c'est après au milieu du foie. Donc, Helicobacter pylori a été traité par Pylera et oméprazole. Il a eu des diarrhées chroniques pendant la majeure partie de sa vie. Il a eu une sorte de candidose slash dysbiose, puisqu'il avait des symptômes de langue blanche, de ballonnement, de troubles digestifs. Il a, en conséquence de quoi, il a pris un traitement antifongique naturel, donc le Cannixida Remover, qu'il a pris il y a 1 an environ, à l'heure actuelle. Il a aussi pris un bain de bouche Fongizone, qui est un bain de bouche antifongique, anticandida pour enlever la langue blanche. Et ces deux traitements ont amené à une amélioration en 2025. Donc. Il a aussi été diagnostiqué en 2025 d'une fibromyalgie et il en souffre encore aujourd'hui. Donc la fibromyalgie, c'est une maladie où où ton système nerveux est archi sensible, donc tu es très stressé, tu as des tendances dépressives, tu as énormément mal aux muscles, etc. Tu as des difficultés à dormir de temps en temps, ça dépend des gens aussi, mais en tout cas c'est le système nerveux qui est hyper actif, hyper inflammé. Il avait également été diagnostiqué en 2025 un syndrome de l'intestin irritable et il a eu 2 crises de diverticulite une pendant la période de candidose et une autre très récemment, donc 1 an après. Il a été en régime carnivore pendant environ 1 an et il a des tendances dépressives et des symptômes dépressifs tout simplement, même à l'heure actuelle. Donc dans le présent, il a une constipation chronique persistante depuis 2024. Après le traitement candida et quand il était en carnivore, c'est devenu ponctuel, donc beaucoup moins qu'avant, mais avant c'était vraiment très grave. Il devait même aller à l'hôpital de temps en temps. C'était vraiment très très chaud. La constipation a été aggravée après le traitement antifongique, donc après Cannixida, ça a été aggravé pour ensuite aller mieux depuis assez récemment, même si tous les 3 jours, ça lui arrive quand même d'être constipé encore. Actuellement, il a des ballonnements assez importants. La langue blanche, elle est plus comme avant tout le temps, mais elle est intermittente. Dans ses selles, il a souvent des glaires et des mucus. Encore une fois, intermittent, c'est pas tout le temps. Il a donc eu à nouveau une diverticulite en mars 2026, très récemment. En sachant qu'une diverticulite, pour résumer ça, c'est une inflammation du côlon, grosse douleur, etc. Les allergies, les avait plus depuis 2019. Elles sont réapparues en mars 2026, très récemment encore une fois. Les douleurs chroniques, conséquence de la fibromyalgie. Donc, incapacité à faire du sport à cause des douleurs qu'il a, notamment la coiffe de rotateur. Douleurs importantes sous les aisselles, comme des petites boules qui lui font très très mal. Un peu comme si le système immunitaire était activé constamment. Et il a aussi pas mal d'acné dans le dos, un peu sur le visage, etc. Il a aussi, niveau bilan sanguin, ça montre une TGO élevée à 141. Donc, il y a 2 enzymes qu'on teste sur la prise de sang liées au foie, c'est TGO et TGP. Le TGP, c'est celle qui est 100% l'enzyme du foie, donc elle est à 49. Elle est un peu haute, mais elle est dans les normes encore. Et l'enzyme TGO, qui est commun au foie, aux muscles et au cœur, est à 141. Sachant que la norme, c'est 50 max. Donc il est à 141, c'est énorme. Et il a aussi une neutropénie chronique possible. C'est les polynucléaires neutrophiles qui sont trop bas. Donc ça, je vais pas trop en parler dans cette vidéo, mais peut-être qu'on sera surpris que ça s'améliore une fois après avoir résolu le microbiote. Donc voilà le profil. Le garçon, il a un profil qui est très costaud. Je peux vous le dire, c'est pas tous les jours qu'on voit des profils comme ça. En résumé, il a pris énormément d'antibiotiques. Il a eu des gros soucis digestifs par la suite, notamment au niveau des selles. Ensuite, il a eu un candidat très très chaud. Il a fait carnivore 1 an. Et là, à l'heure actuelle, il a réintroduit les glucides. Par contre, il a le foie surchargé. Le test WGS montre un microbiote qui est vraiment, vraiment pas bien. Et il a des douleurs. Il a la fibromyalgie qui est toujours persistante malgré qu'il mange bien et malgré qu'il a une bonne hygiène de vie. Donc voilà le bilan. Donc je lui ai fait faire, lui-même de son plein gré avant qu'on travaille ensemble, il est venu me voir justement pour que je l'analyse. On a fait un test WGS. C'est le Whole Genome Sequencing. Tu vas devoir envoyer tes selles par la poste à un laboratoire qui va prendre
l'ADN dans tes selles et va constituer ton microbiote. Donc c'est une photo de ton microbiote à un instant donné. C'est, je trouve, le test le plus fiable de microbiote qu'il y a sur le marché actuellement. Il y a d'autres types de tests, mais il n'y en a aucun qui est aussi complet que lui. Donc, à travers ce test, j'ai expliqué tous ces problèmes passés et présents, juste en analysant le test. Et je vais te l'analyser et je vais t'expliquer ce que j'ai trouvé et pourquoi l'anomalie est là actuellement dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Premièrement, premier truc que tu vois dans le test, c'est l'indice de Shannon. C'est un indice qui va analyser, on va dire, la diversité et la qualité de ton microbiote. En sachant que la norme, c'est entre 3 et 4. Lui, il est à 2,57. Pour vous donner un ordre d'idée, 2,57, c'est vraiment pas ouf. Hein, parce que même les gens qui ont pris des antibiotiques, en général, ils sont à 3, ils sont dans la norme basse. Mais 2,57, ça montre en général des difficultés à digérer, des difficultés à faire plein de choses, parce que le microbiote est assez appauvri et ne remplit pas son rôle pleinement. Donc, déjà, la faible diversité, elle est présente, parce que 2,57, c'est vraiment très peu. Ensuite, là, on va rentrer d'un peu dans le technique, c'est quand même une vidéo de nerd, je tiens à le rappeler. Donc, il y a un ratio dans le microbiote entre les firmicutes et les bactéroïdetes. Alors, pour vous résumer très grossièrement, en sachant que, je vais le dire une fois pour toutes, dans le microbiote, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises bactéries. Chaque entité du microbiote a un rôle. C'est le déséquilibre qui fait que l'un est mauvais et que l'autre soit bénéfique. Okay, ce n'est pas en elle-même, il y a ça, donc c'est mauvais. Donc, dès que je vais parler de bonnes bactéries ou de mauvaises bactéries, c'est dans son cas, et avec des gros guillemets. Okay, donc, prenez pas tout à la lettre. Donc, pour résumer, les firmicutes, ce sont les bonnes bactéries. Les bactéroïdetes, ce sont les mauvaises bactéries, si tu préfères. Donc, quand on voit le profil qu'il a, les firmicutes et les bactéroïdetes, il a énormément de bactéroïdetes, c'est presque tout son microbiote, c'est 85% de son microbiote, ce qui est presque l'entièreté. Et les firmicutes, qui doit être dans la norme minimum à 47%, hein, est seulement à 3%. Est-ce que vous vous en rendez compte, la dissonance entre ce qu'il devrait avoir et ce qu'il a? C'est juste colossal. Donc forcément, il a un ratio firmicute-bactéroïdète qui est nul, parce qu'il a beaucoup trop de bactéroïdetes. Autre point important, les actinobacteria sont aussi des bactéries bénéfiques, notamment du genre Bifidobacterium, c'est les plus connus en probiotiques. Donc là, pareil, il n'en a pas du tout. Pourquoi? Puisque dans le passé, comme je vous l'ai dit, il a pris beaucoup d'antibiotiques. Les firmicutes, donc les bonnes bactéries, ce sont les plus sensibles. C'est elles qui meurent en premier quand tu prends des antibiotiques, notamment ce qu'il a pris quand il avait des angines. C'est elles qui meurent en premier lieu. Les bactéroïdetes sont beaucoup plus résistantes aux antibiotiques, donc elles peuvent survivre. Et en survivant, elles ont toute la place pour se développer, parce que dans un microbiote sain, les firmicutes permettent de faire de la concurrence aux bactéroïdetes pour éviter qu'elles se développent trop. Or, là, les firmicutes, bye bye, les bactéroïdetes peuvent se développer comme elles veulent. De plus, les firmicutes et les actinobacteria, donc les bonnes bactéries, sont assez dépendantes de substrats très précis. Et souvent, c'est typique des gens qui ont eu des soucis, ils sont obligés de passer en carnivore parce qu'ils ne digèrent plus rien. Okay, et comme tu es en carnivore, tu as beaucoup moins de substrats qui nourrissent ton microbiote, et les bactéroïdetes ont une plus grosse flexibilité métabolique, donc ils peuvent beaucoup plus se nourrir. En régime carnivore, et pareil, ça, on va dire, aggrave ce déséquilibre. On voit bien que plus les antibiotiques, plus l'un de carnivore, ça fait pas un beau mélange. C'est pour ça que carnivore, c'est bien, mais bon, tu peux trop avoir d'effets néfastes sur ça, donc je ne recommande pas en tout cas pour tout le monde. Donc voilà, ça c'était purement les familles de bactéries. Hein. Firmicutes, bactéroïdetes, ce n'est pas des bactéries, ce sont des familles. Maintenant, on va rentrer plutôt dans des catégories avec des noms précis, donc notamment les productrices de butyrate. Le butyrate, c'est quoi? C'est le carburant de ton côlon. C'est une molécule que ton côlon se nourrit pour se reconstruire, pour avoir un effet anti-inflammatoire, pour se défendre, etc. En gros, c'est un peu sa protéine à lui. Enfin, c'est pas une protéine le butyrate, mais dans le sens, ça a un peu le rôle d'une protéine pour lui. Ça lui permet de fonctionner efficacement. En sachant que les butyrates, ce sont des firmicutes, donc ça fait lien avec ce que j'ai dit précédemment. Il a 0 firmicutes. Mais quand je dis 0, c'est vraiment 0, c'est affolant. Peu importe la productrice de butyrate, il en a 0, sauf une, on va en parler après. Mais quand tu regardes, il a vraiment que dalle, que dalle, que dalle. Le souci, pourquoi il a que dalle en fait? Parce qu'à chaque fois, ok, il a ça, on constate ça, il faut expliquer pourquoi il a ça en fait. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a 0 de partout. Pourquoi il a 0 dans les productrices de butyrate. Puisque les productrices de butyrate, donc les firmicutes, sont anaérobies. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans oxygène. Et en la présence d'oxygène, elles ne fonctionnent pas optimalement, voire même elles meurent. Donc, en sachant tout le stress oxydatif que produisent les bactéroïdetes, parce que oui, les bactéroïdetes, en tant que mauvaises bactéries, produisent énormément de composés qui vont inflammer le truc, et quand ça inflamme la muqueuse, ça crée du stress oxydatif.
Et oxydatif, qui dit oxydatif dit oxydation et donc oxygène, donc du oxygène. Donc en fait, la création constante de stress oxydatif dans son système digestif amène à un environnement hostile pour les firmicutes et donc pour les productrices de butyrate. Et sans butyrate, comme je vous l'ai dit, la muqueuse elle est fragile et donc elle est plus sensible. Et que font les bactéroïdètes? On le verra plus tard, mais elles agressent la muqueuse et pour passer dans le sang. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, sans butyrate, sa muqueuse est fragile, il n'y a pas l'effet anti-inflammatoire que le butyrate est censé avoir, donc trop de stress oxydatif, et forcément pas beaucoup de bactéries. À noter, que je pense que tu l'as remarqué, Coprococcus cons a beaucoup de territoire. Pourquoi? Alors ça s'exprime pas trop en réalité, puisque c'est possible que chez certains, il y a une bactérie productrice de butyrate qui est restée, surtout que le test il a fait, ça faisait déjà 1 mois qu'il mangeait du pain au levain, certains glucides, etc. Donc c'est possible qu'elle soit revenue, en sachant qu'elle est seule, elle prend, on va dire, toute la place, ce qui est rien, parce que c'est 8 fois 10 puissance 3, donc c'est-à-dire c'est 0,08% du microbiote, 0,008% du microbiote, ou 0,08, je sais pas, mais c'est rien en tout cas. Mais tu pourrais dire, ok, il en a dans une bonne quantité, il est censé, on va dire, pouvoir produire son butyrate. Alors déjà, c'est très peu, comparé aux autres bactéries productrices de butyrate. Par exemple, Faecalibacter prosnitzi, productrice de butyrate, tu vois, qui devrait normalement constituer 5 à 10% du microbiote. Et elle, 0,08, ok, il y en a, mais ça fait pas le taf en fait nécessaire pour produire assez de butyrate. Surtout que le butyrate, c'est un peu le produit final. Donc, c'est toute une chaîne d'apprivoisonnement. Donc, en réalité, tu vas voir qu'il n'a même pas de productrice de lactate. Or, sans lactate, les productrices de butyrate produisent aucun butyrate. Elles vont peut-être survivre, comme c'est le cas avec cette bactérie-là, mais sans précurseur, elles ne peuvent pas produire le butyrate. Donc, on part du principe que Marouane n'a 0 butyrate dans son microbiote. Alors, ensuite, les productrices de lactate. Pareil, il en a 0. Alors là, 0 pointé, c'est la totale 0,00000. Encore une fois, c'est des firmicutes, donc tu comprends bien que la prise d'antibiotiques, forcément, les affaiblit. Or, le lactate, en plus d'être précurseur du butyrate et des autres AGCC, donc les AGCC, c'est des... alors, je sais plus quoi le nom exact, mais ils vont être bénéfiques pour ton système digestif. Et il y a le butyrate, donc comme je l'ai dit précédemment, il y a le propionate et l'acétate. Okay. Donc ça, on verra plus tard, on verra, mais globalement, ils sont bons, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas suffisant. Alors donc les lactates, c'est les précurseurs, et le lactate permet de abaisser le pH de l'estomac, donc de le rendre, du système digestif, donc de le rendre plus acide. Okay. Donc en le rendant plus acide, ça empêche la prolifération de mauvaises bactéries, et ça, on va dire, fait en sorte que les firmicutes, donc les lactobacillus, les bifidobactérium, s'implantent beaucoup plus facilement. Donc, à cause des antibiotiques, parce que les lactates sont très sensibles à l'amoxicilline, donc ce qu'il a pris régulièrement, l'amoxicilline a détruit les lactates, donc le pH a baissé, puisqu'il n'y a plus de lactate qui est produit. Et donc, une fois que le pH a baissé, tu es dans un cercle vicieux, puisque quand ton côlon il est beaucoup plus alcalin, les bonnes bactéries galèrent à se développer et les mauvaises bactéries se développent énormément. Et donc, encore plus de compétition et encore plus de difficultés. Donc, il est dans un cercle vicieux où son pH il est beaucoup trop bas. En sachant que le pH trop bas, ça explique tout le reste. Donc, le reste, c'est quoi? C'est beaucoup trop de bactéries productrices de LPS, donc de lipopolysaccharides. Les lipopolysaccharides sont des molécules très inflammatoires qui agressent la muqueuse. Donc, comme il n'a pas de pH, comme il a pris d'antibiotiques, les bactéries productrices de LPS ne sont pas sensibles aux antibiotiques, donc elles n'ont pas été tuées dans le passé. Et comme il n'y a plus de pH, elles vont plus se développer et être dans un environnement de la meilleure des façons possibles. Et donc, on se retrouve avec quoi? Escherichia coli. Et oui, le fameux E. coli que tu peux voir sur les réseaux, qui vont dire « Bois ton lait cru, t'inquiète, il n'y a pas besoin de... On s'en fout d'E. coli, c'est une question de terrain et tout. » Oui, c'est une question de terrain, mais du coup, dans ce cas de cette personne-là, E. coli est un souci. Et tu le vois bien, puisque c'est énorme. Ça ne devrait pas dépasser les 0,25 et il est à 5% de son microbiote. 5% de son microbiote, c'est E. coli. Donc il est infecté par E. coli, on va dire. Okay, mais c'est un E. coli qui est beaucoup plus chronique, en fait. Dans le sens, une infection à E. coli, c'est t'as la diarrhée tous les jours, t'es malade à mort et tout, t'as la fièvre et tout, limite. Et là, c'est juste des symptômes ambiants qui subit depuis plusieurs années, sûrement à cause de Escherichia coli. Et aussi Enterobacter, alors en moindre proportion, mais tu vois quand même qu'il est au-dessus, et c'est le même fonctionnement qu'Escherichia coli, c'est productrice de LPS. Et donc les LPS vont venir trouer la muqueuse intestinale, parce que leur but c'est de passer dans le sang. Et une fois qu'ils sont troués la muqueuse intestinale, ils peuvent passer dans le sang. Et une fois qu'ils sont dans le sang, ils ont une action inflammatoire juste colossale. Okay, surtout que quand on regarde en termes de bactéries
qui permettent de gérer l'immunité dans son microbiote et qui permettent, on va dire, de garder un bon équilibre. Il n'en a plus du tout parce que pareil, c'est des bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques, donc pareil, il n'en a pas, donc aucune gestion immunitaire, aucun contrôle. Et l'inflammation explique bien évidemment ces symptômes d'acné. Mais pas que, parce que les LPS vont devoir être gérés par le foie, parce qu'une fois dans le sang, ils vont être gérés par le foie, ce qui expliquerait que son foie est surchargé à mort, puisque le foie est complètement blindé en fait. Il y a tellement d'LPS dans son sang, parce que c'est des quantités qui sont juste colossales, 5% d'E. coli, que son foie, il est surchargé. Et donc le foie surchargé, pareil, ça crée de l'acné, et donc ça explique tout. De plus, le foie, il n'est pas aidé parce que il a 0 Clostridium sindés, qui permet de dégrader les acides biliaires et d'envoyer des signaux au foie de produire plus ou moins de ces deux enzymes ou pas. Et or, comme il n'en a pas du tout, il n'y a rien qui est envoyé, et donc c'est incontrôlable, et donc c'est trop. Donc en fait, il y a vraiment tout qui est lié. Les LPS détruisent la muqueuse intestinale. De plus, vous pouvez te dire, ouais, mais les LPS, quand même, pour passer la muqueuse intestinale, faut y aller, une muqueuse, c'est costaud. Et non, parce que, pareil, avec un pH trop bas, il y a les dégradeurs de mucine qui se développent à mort. Et lui, c'est vraiment hardcore, parce que la norme haute, alors les normes, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste un ordre d'idée. La norme haute, c'est 7%, et lui, il a 41% de son microbiote. Waouh, 41% de son microbiote, c'est presque la moitié. C'est qu'une bactérie qui, en plus, est dégradeur de mucine. Donc, en petite quantité comme ça, dégradeur de mucine, c'est OK. C'est même nécessaire pour renouveler la mucine, pour détoxifier, etc. Mais lui, le nombre qu'il en a, je peux vous dire qu'il n'y a plus de mucus, en fait. Il n'y a plus de mucine. La mucine, ça sert de protection à la muqueuse intestinale, que ce soit antibactérienne ou même de protection d'irritation. Mais si tu n'en as plus, la muqueuse, elle est à découvert. Et en étant à découvert, les LPS, ils ont tout le luxe de pouvoir agresser la muqueuse. Et oui, et même de rentrer, et même de tout. Et dégradeur de mucine, voilà, ça mange la mucine comme un fou. Pourquoi ? La protection contre les antibiotiques. Et oui, elles sont pas sensibles aux antibiotiques. Alors, chaque fois, c'est lié aux antibiotiques, le microbiote. C'est pour ça que, comme il a pris des antibiotiques dans le passé, il a énormément de dégradeurs de mucine. Et il y a aussi une autre bactérie, mais elle a pas trop d'effet en elle-même. C'est juste le gros nombre qui pose souci, entre guillemets. Mais sinon, dans les normes, on va dire, elle est même bénéfique. Mais ça, c'est pareil. Comment on peut expliquer ça ? Puisque toutes les niches, quand il a pris des antibiotiques, toutes les niches où il y avait les bactéries qui étaient cachées dans son microbiote, installées dans son microbiote, elles étaient vides en réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est développé le plus vite ? Celles qui pouvaient en fait rester aux antibiotiques, qui mouraient pas. Donc, tu te retrouves avec des bactéries comme ça, random, en surnombre, et en surnombre avec des effets négatifs. Et donc voilà. Ça dégrade les mucines, ta muqueuse elle a découvert, les LPS rentrent dans le sang, ça surcharge le foie, et la surcharge crée de l'inflammation systémique dans le corps qui crée de l'acné. Ça. Par contre, quand on regarde la prise de sang, ce qui est intéressant, c'est que il n'a qu'une des deux enzymes qui est surchargée. Et c'est l'enzyme qui est liée au muscle, au cœur et au foie. Mais l'enzyme qui est que liée au foie, elle est, on va dire, correcte. Elle est un peu haute, mais elle est correcte. Il a fait une autre prise de sang par la suite, quand je tourne cette vidéo, et toutes les autres enzymes du foie sont correctes. Donc on pourrait se dire, c'est peut-être pas le foie en fait, peut-être quelque chose d'autre. Ok, le foie est limite, tu vois, ça se voit qu'il travaille beaucoup. Mais est-ce qu'il est vraiment surchargé ? Tu vois, tu peux te poser la question, est-ce qu'il est vraiment surchargé ? Et quand on regarde la fibromyalgie, parce que la fibromyalgie, ça touche les muscles aussi. Et quand on regarde cette théorie qui, je trouve, est très intéressante de la fibromyalgie, puisque tous les symptômes sont présents. Donc pour rappel, plus de mucus, les LPS rentrent dans le sang, donc c'est pareil. Passage dans le sang de molécules alimentaires et bactériennes incassables, notamment les LPS, et au-delà, parce qu'une fois que ta muqueuse est endommagée, il y a tout qui passe en fait. Le but de la muqueuse, c'est d'être un filtre intelligent entre l'extérieur et l'intérieur de ton corps. Donc là, il y a tout qui passe, les protéines, les virus, les bactéries, vraiment tout. Comme le présente ce schéma juste ici, les pathogènes, les mauvaises bactéries, le gluten, le virus, tout ce qui est protéines en fait, tout ce qui est protéines non découpées va passer. Donc, en passant, ces molécules dans le sang vont se déposer dans les muscles, les tendons et le cerveau. Donc, les neurones vont être encrassés, les cellules nerveuses fonctionnent de travers, et donc tu te retrouves fatigue, ce qu'il a, trouble du sommeil, maux de tête, qu'il a très souvent aussi, nervosisme et tendance dépressive. Alors, il les a pas tous, mais il a maux de tête, dépressive, trouble du sommeil et fatigue. De plus, ça encrasse les myocytes et les tendinocytes, donc les cellules de tes muscles et de tes tendons. Ces cellules deviennent douloureuses, et donc, conséquence, douleur musculaire, douleur tendineuse, intolérance aux efforts, dérouillage matinal qui prend du temps, crampes des mollets, crampes de manière globale. Et donc, la conséquence de ça, c'est épuration des molécules nocives à travers certains émonctoires, et tu te retrouves avec des colopathies fonctionnelles, ou des vessies irritables. Donc,
plus colopathie, ce qui fait lien avec la diverticulite. Et ce qui fait lien aussi avec inflammation, parce que du grec ti, à la fin, colo c'est colon, pathie c'est ti c'est inflammation. Donc colopathie, inflammation du côlon, ce qui est lié à tous les LPS et ce qui est lié à l'acné, puisque en réalité l'inflammation du côlon là traduit l'inflammation globale du corps, puisque la muqueuse, il y a tout qui rentre dedans. Donc s'il y a des molécules inflammatoires dans le côlon, il y a partout dans le sang. Donc acné. Et oui, donc là, tout s'explique juste avec ce test. Et c'est pour ça que je trouve ce test vraiment magnifique, même s'il a des limites. Par exemple, ce terme, c'est peut-être pas 41%, en réalité, c'est peut-être 30%, mais c'est quand même énorme, et tu vois que c'est quand même énorme. Donc c'est quand même un très bon révélateur. Alors, il y a une chose que je vous en ai pas parlé, mais qui peut être assez difficilement explicable, c'est pourquoi. Donc, je vous ai dit, les trucs bénéfiques pour ton côlon, il y a butyrate, propionate, acétate. Okay. Butyrate, il n'y en a pas du tout. Mais pourquoi alors propionate et acétate, il en a en quantité correcte, vraiment très intéressante même. Une production qui est vraiment dans le vert foncé, donc c'est-à-dire que c'est très très bon pour lui. Comment on pourrait expliquer ça en sachant que tout le reste est vraiment à zéro? Et pourquoi ça suffit pas pour contrer les restes en réalité? Premièrement, c'est des bactéries qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup moins sensibles à l'oxygène. Donc même avec le stress oxydatif, elles peuvent survivre, puisqu'elles ne sont pas anaérobies strictes comme les productrices de butyrate. Donc elles survivent beaucoup plus facilement. De plus, ce sont des bactéries avec une plus grande flexibilité métabolique. Donc quand il a fait les 1 an de carnivore, où les butyrates ne sont pas du tout flexibles métaboliquement, c'est des molécules très précises, des fibres très précises qui vont permettre de les nourrir, notamment Bifidobacterium, qui est très compliqué. Là, elle se nourrit de beaucoup plus de choses. Et donc, on peut survivre en carnivore, et donc on peut prospérer. De plus, elles sont beaucoup moins sensibles aux antibiotiques, pareil. Donc, en général, en réalité, elles sont sensibles aux antibiotiques, mais comme elles sont beaucoup plus tolérantes à l'environnement par la suite qui s'est créé post-antibiotique, elles ont pu, on va dire, garder, se reproduire, se recoloniser, en fait, garder quand même un minimum de territoire et de domination. Mais pourquoi les propionates et l'acétate ne fait pas effet? Pour la simple et unique raison que c'est une chaîne de production. C'est une chaîne de production. Le lactate est précurseur propionate, acétate, butyrate, mais le propionate, l'acétate et le butyrate fonctionnent en synergie. En fait, si tu n'as aucun butyrate, le propionate et l'acétate ne sont pas efficaces dans leur rôle. Et même pour que Akkermansia mesophila et tout le tralala crée propionate et acétate, il faut des précurseurs, mais s'il n'en a pas, c'est pas créé en fait. Elles sont là les bactéries parce qu'elles ont une flexibilité alimentaire, donc elles peuvent se nourrir de quelque chose d'autre que du lactate pour produire certaines choses. Mais par contre, propionate et acétate, elles ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas de lactate. Donc, en réalité, c'est un peu faussé. Mais pareil, si tu lisais le test ligne par ligne, tu disais, il a beaucoup de propionate et acétate, c'est trop cool. Mais en réalité, quand tu regardes le contexte global, pas de butyrate, donc pas de synergie, plus pas de lactate, pas de précurseur, elles sont juste là pour faire beau, mais elles ne sont pas actives. Donc, encore une fois, c'est une compréhension globale du microbiote. Donc là, la question, c'est comment faire pour résoudre ce bordel, en fait. Parce que oui, c'est le bordel, je te l'accorde, c'est le bordel. Comment faire? Alors, ce que je vais te présenter, c'est un protocole théorique, enfin en tout cas une trame théorique de comment on va s'y prendre pour guérir. Mais ça a sûrement changé, c'est vraiment théorique, très très théorique. L'alimentation, pareil, c'est théorique encore une fois, il a trouvé une alimentation qui lui convient bien, il a réussi à réintroduire les glucides, on va voir, mais moi je suis d'avis quand même de garder les glucides et de garder une certaine flexibilité alimentaire. Donc moi je vais pas passer longtemps sur ça, mais les solutions de base, c'est marcher, avoir une activité physique modérée, sachant qu'il a ses douleurs à l'épaule, c'est compliqué pour lui, mais une activité physique modérée pour qu'il puisse, en fait, toutes les composés catégorisés comme bonne hygiène de vie permet un bon équilibre du microbiote. Par exemple, le rythme circadien aussi, parce que ton microbiote fonctionne avec un rythme circadien lui aussi. Donc, si tu as un bon rythme circadien, ton microbiote a un bon rythme circadien et il a plus de chances d'avoir des bonnes bactéries bénéfiques. Aussi, aller en nature pour déstresser, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à pas mal cogiter au fond de lui. Donc, pareil, aller en nature, se connecter à la terre et aussi être en contact avec des animaux. Il y a plein d'études qui ont montré que le contact avec les animaux, que ce soit dans une ferme ou quoi que ce soit, augmente les bonnes bactéries dans ton microbiote. Donc voilà. Le rythme circadien, c'est ce que j'ai dit. Donc là, c'était l'icône exposition au soleil. S'exposer au soleil régulièrement. Pareil, le soleil régule le microbiote. Et en plus, pour le sommeil, comme il a des difficultés à dormir, conséquence de la fibromyalgie, je vais lui recommander 500 mg de bisglycinate de magnésium, ce qui est une dose assez grosse, mais qui le permettra, en tout cas, d'avoir toutes les clés pour bien dormir. Et bien sûr, on travaille sur le reste pour qu'il puisse mieux dormir à l'avenir. Donc, l'étape 1 de la résolution de son souci. L'étape 1, ça va être de réduire le nombre de productrices de LPS
de dégradeurs de mucine. Leur but, c'est de réduire le nombre, parce que là, elles sont juste en trop grosse quantité. Incorporer des probiotiques dans ce cas-là ne va juste servir à rien. Elles ne pourront pas s'implanter, toutes les niches sont prises, et en plus, elles sont très très bien installées. Donc là, à l'heure actuelle, ça sert à rien de prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est du NAC. Le NAC, c'est un anti-inflammatoire pour le foie, un antioxydant, donc il va permettre de soutenir le foie qui est en galère, comme on peut le voir, de soutenir le reste du corps aussi, parce que c'est un précurseur du glutathion. Donc il va permettre de soutenir ça. Il va permettre aussi de casser les biofilms, parce que les bactéries, elles sont par niche, et dans chaque niche, tu as un biofilm qui est construit. Le biofilm, c'est une sorte de protection qui les protège des agresseurs, etc., de l'alimentation, de plein de choses. Donc le NAC va permettre de casser ces biofilms, parce que le NAC est un casseur de biofilms, et donc de les rendre beaucoup plus vulnérables. Et c'est là que la berbérine rentre en jeu, parce que la berbérine est une régulatrice de ce type de bactéries précisément. Donc de Bacteroides vulgatus, Enterobacter, Escherichia coli, ce sont notamment Escherichia coli. La berbérine est un très très bon régulateur de ces deux composés. Je ne pense pas qu'il a des soucis d'insuline, donc le bienfait insulinémique de la berbérine ne va pas jouer. Surtout que le test WGS a montré aucun candidat, aucun parasite, rien du tout. Donc c'est purement pour éliminer le surplus de bactéries qu'il a actuellement. De bactéries opportunistes, ça s'appelle exactement. Donc ça permet de réduire le nombre. Comme il va avoir pas mal de morts en réalité sur le champ de bataille, c'est pareil, c'est le foie qui va devoir gérer tous les morts en gros. C'est le foie qui va devoir gérer toutes les toxines relâchées avant. Je crois que c'est réaction endotoxine ou hypotoxique. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros avant de mourir, les bactéries vont produire des toxines et c'est le foie qui doit les éliminer. Donc pour ça, surtout qu'il a le foie en galère, il va continuer à prendre du TUDCA qu'il prenait déjà pour aider le foie, le booster le foie et de manière mieux, je trouve plus efficace que les trucs du style chardon-marie, artichaut, tout ce qui est booster de foie. Je trouve le TUDCA est beaucoup plus efficace et beaucoup mieux. Beaucoup moins violent pour certains, et il permet d'aider le foie dans cette phase, et le charbon actif permet d'avoir une action mécanique dans l'intestin et de capturer les toxines évacuées et les LPS aussi. Le surplus d'LPS va être capté par le charbon actif. En sachant que il y a la nanozéolite qui est prometteur, mais il n'y a pas assez de recul scientifique. Mais sinon, la nanozéolite est prometteur parce qu'elle capture précisément les LPS. Mais bon, comme j'ai pas envie de prendre de risques avec lui pour le moment, je reste sur la valeur sûre qui est le charbon actif qui fait déjà bien le taf. Mais pourquoi pas dans le futur, si je suis plus convaincu de la nanozéolite, partir sur ça. Donc voilà, l'étape 1, elle va prendre, je pense, ça va prendre, je pense 2 mois. 2 mois à faire ça, aller très doucement, parce qu'il a un intestin qui est très sensible. Donc vraiment introduire chaque complément très doucement, voir comment il tolère, doucement. Parce que comme tu peux le voir, sa guérison, ça fait, il est pas loin de la trentaine, donc ça fait vingtaine d'années qu'il est dans des situations dans son corps vraiment hardcore, donc ça va pas se résoudre en quelques mois. Ensuite, l'étape 2, une fois qu'on a enlevé le surplus, le but ça va être de stabiliser le microbiote, d'essayer d'un peu réduire l'inflammation, on va dire préparer l'environnement pour l'arrivée de la recolonisation du microbiote, le préparer de la meilleure des manières. Donc pour ça, on va prendre de l'ultra-levure qui est Saccharomyces boulardii, c'est une levure qui permet donc de stabiliser le microbiote, et des spores coagulants qui, une fois les niches dégagées par la berbérine, les spores coagulants, c'est purement pour reprendre le contrôle des niches et pour remplir les niches pour pas que les autres reviennent. Une fois qu'on a rempli les niches et qu'on a stabilisé le microbiote, là on va pouvoir recoloniser parce que les niches, elles ont la place, elles sont, on va dire, protégées par les spores coagulants, et l'ultra-levure est là pour faire un bon environnement, parce que directement après la berbérine, c'est un peu trop violent, je trouve, de prendre des probiotiques. Donc l'ultra-levure permet de temporiser et de reposer un peu ton microbiote afin pas que les mauvaises bactéries reviennent et que tu aies un peu de temps de repos. Donc voilà, étape 2 va peut-être durer 1 mois à 3 semaines, je ne sais pas encore. Comme je vous l'ai dit, c'est théorique, on avisera au fur et à mesure du temps. L'étape 3, c'est de prendre 2 probiotiques. Bien sûr, à chaque fois, les doses, ça va dépendre de sa tolérance. Chaque complément va être incorporé un après l'autre en microdose, ensuite augmenté tous les 3-4 jours, etc. Et là, c'est simplifié. Donc on va prendre les probiotiques les plus tolérables possibles. Et ce qui est bien, c'est que y a 2 probiotiques qui sont très tolérables, Lactobacillus rhamnosus GG et Bifidobacterium longum, qui sont vraiment adaptés à lui dans son contexte précis. Comme on peut voir, il a 0 Bifidobacterium. Les Lactobacillus, il en a que dalle aussi. Donc ça va permettre de recoloniser exactement ce qu'il n'a pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que Lactobacillus et Bifidobacterium
abaissent le pH, donc vont rendre un terrain défavorable pour les productrices de LPS et pour les dégradeurs de mucine. Donc Lactobacillus rhamnosus GG, on verra les doses pareil, et Bifidobacterium longum, qui sont deux souches qui sont très bien tolérées pour recoloniser son microbiote en douceur. Là pareil, je pense que ça va durer un mois et demi. Et l'étape 4, c'est la gomme guar partiellement hydrolysée. Donc ça, c'est le prébiotique le moins fermenticible et le plus toléré de tous. Chez les gens comme Marwan, les prébiotiques, ça ne passe pas du tout. Parce que ça fermente très vite, ballonnement, ça marche vraiment pas. Il avait essayé le psyllium, c'était bien passé, mais je pense parce qu'il était en carnivore et il avait que ça en réalité. Donc je pense que c'était pour ça, mais même le psyllium en réalité est un peu plus difficile à tolérer et il nourrit moins précisément Bifidobacterium et Lactobacillus. Psyllium, c'est plutôt une action mécanique en réalité. Mais le gomme guar, ce qui est bien, c'est qu'elle est partiellement hydrolysée. Donc partiellement hydrolysée, c'est-à-dire que la molécule est déjà découpée en plein de petits morceaux. Elle est partiellement découpée, donc ça va quand même les nourrir sans qu'on les assimile directement, parce que la gomme guar, c'est une fibre. Donc découpée, ça devient du sucre en fait, parce que la fibre est un glucide non digeste. Et la gomme guar pH va permettre de la pré-découper pour que ce soit plus simple pour les bactéries. Donc la gomme guar va servir de nourriture à ça, pour qu'elle soit dans le meilleur environnement possible pour recoloniser le microbiote et être là sur le long terme. Alors, Rhamnosus GG et Longum ne va pas rester longtemps, mais c'est les prédécesseurs qui vont rester. C'est pour ça qu'il faut un apport de probiotiques constant. Et l'étape 5, elle, je ne suis pas sûr. On verra de son évolution, mais on va pas incorporer dans l'alimentation des probiotiques naturels, enfin des aliments probiotiques et des aliments prébiotiques une fois que tout ça est passé, pour voir si il tolère bien. Ça allait très doucement, ça allait mettre une cuillère à soupe de kéfir par une cuillère à soupe de kéfir, mais au moins ça pour permettre de le recoloniser avec une grosse diversité et de manière durable. Les prébiotiques, je n'ai pas encore en tête, peut-être du poireau ou des trucs un peu plus puissants que la gomme guar, mais encore une fois, progressivement. Donc voilà, ça c'est théorique. Donc bien sûr, la première étape, donc les bases, c'est tout aussi important que tout ça, hein, bien évidemment. Donc voilà, en théorie, avec tout ça, c'est censé augmenter la diversité, rééquilibrer le ratio firmicutes-bactéroïdettes pour rajouter des firmicutes, apporter pas mal de productrices de butyrate, pas mal de productrices de lactate. Le butyrate va permettre de réparer la muqueuse intestinale avec le temps. Le lactate va permettre d'abaisser le pH et de remettre un bon équilibre dans l'environnement intestinal. Les propionates et acénates vont pouvoir jouer leur rôle. Les dégradeurs de mucine vont être réduits pour retrouver un bon équilibre. Les productrices de LPS vont être réduites pour retrouver un bon équilibre. Les régulatrices du système immunitaire vont revenir et le foie va être déchargé puisqu'il aura moins de LPS à gérer. Potentiellement, le foie donc moins chargé va avoir beaucoup plus de facilité. Et donc, comme la muqueuse va se réparer, la fibromyalgie sera guérie. Et tous ces mots qu'il a. Bingo, non? C'est pas magique? Donc voilà. Encore une fois, c'est que de la théorie. On verra si ça marche en fonction des plus ou moins. Mais ça, c'était un bon exemple qui illustrait le cercle vicieux dans lequel cette personne était tombée à cause des antibiotiques qu'il a pris dans le passé. Pour moi, c'est le meilleur exemple possible, hein, concrètement. Donc, voilà. Je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous êtes intéressé que je vous analyse votre WGS, je ne fais pas passer par 4 chemins. C'était là à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire que tu es vraiment intéressé. Il y a un lien calendrier en description pour voir si on peut travailler ensemble. Je te pose plein de questions sur ton passé, ton présent, sur ton hygiène de vie. Et si je vois que je peux t'aider, je te proposerai toi aussi de faire un test WGS. C'est un test qui s'adresse aux gens qui sont pris des antibiotiques ou Roaccutane et que maintenant à l'heure actuelle ils ont quand même de l'acné malgré qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils font tout bien. Ça permet vraiment de débloquer des situations qui traînent depuis des dizaines d'années. Et maintenant que je sais l'analyser, je peux l'analyser chez tout le monde et trouver chez tout le monde des soucis. Donc voilà, il n'y a pas que le test de Marwan que j'ai analysé, c'est juste que lui c'était le pire. Et sinon, je m'entraîne sur plein de tests différents et je travaille. J'aimerais bien dans le futur travailler que avec ça, mais je me rends compte que les gens qui n'ont pas pris des antibiotiques n'ont pas forcément un mauvais microbiote, donc ce n'est pas utile. Mais si tu as pris des antibiotiques, que ce soit dans ton enfance ou pour résoudre ton acné, ce test est très intéressant. Donc voilà, j'espère que tu as compris cette vidéo, c'était vraiment une vidéo de nerd. J'ai kiffé la faire, hein. Personnellement, j'ai kiffé analyser son WGS, j'ai kiffé faire la vidéo, j'ai kiffé vous l'expliquer. Je pense que vous avez vu que j'ai pas mal compris comment marchait Marwan. Et je suis persuadé en fait que ça va bien se passer parce que je connais tellement bien que là, c'est carrément des mathématiques. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi. J'ai fait plein de vidéos sur le compte qui expliquent toutes les causes de ton acné. Donc, je te laisse aller regarder ça. M'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions sur cette vidéo ou sur une autre. Et c'est tout pour aujourd'hui.